Je travaille dans une petite structure qu'on a cofondée il y a quelques années. On est 6 personnes aujourd'hui, une structure coopérative. On est notre structure s'appelle BASIC pour Bureau d'analyse sociétale pour une information citoyenne, qui grosso modo dit à peu près l'objet et la mission. Ce qu'on essaye de faire au BASIC dans notre coopérative, c'est d'être une courroie de transmission entre toute la recherche qui a lieu dans le monde académique, les rapports qui viennent des institutions, des différents acteurs, de différents secteurs économiques, et d'en tirer en fait un certain nombre d'enseignements un peu les substantifiques moelles pour comprendre en fait ce qu'il y a derrière l'organisation de l'économie, derrière tous les objets qu'on a au quotidien, cet ordinateur, ce verre d'eau que je suis en train de boire, etc. Comment les choses s'organisent derrière, en quoi est-ce que la façon dont le monde économique s'organise est en train d'évoluer et relié fondamentalement à tous ces impacts socio-environnementaux qui, par ailleurs, beaucoup de rapports nous signalent qu'ils ne cessent d'augmenter et qu'on n'arrive pas à endiguer. Comment on arrive à retrouver le lien pour justement arriver à voir quels sont les leviers d'action. Et du coup, à ce titre-là, une de nos clés d'entrée essentielles depuis le début du BASIC, c'est de travailler justement, comme le disait Alexandre, sur cette question des coûts cachés, les coûts sociétaux qui sont reportés sur la société. Je vais revenir dessus sur un exemple. Et alors, je vous invite, et on va faire un voyage sur une filière particulière. On va prendre un petit peu de champ par rapport au champ de l'entreprise. On va prendre le champ justement qui va rentrer dans cette question de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi la chaîne qui va jusqu'au consommateur, donc potentiellement avec des entreprises qui sont au milieu, entre les deux. Et on va essayer d'embrasser ce sujet-là, qui est très ambitieux. On va aller d'une matière première jusqu'à un consommateur final. Nous, ce qui nous marque... Nous, ça fait 4-5 ans qu'on fait des travaux sur plusieurs filières, je pourrais revenir dessus après, pas mal dans le domaine agricole, mais aussi dans le domaine textile, dans le domaine minéral, enfin la métallurgie et des terres rares par exemple. On travaille aussi un peu dans l'extraction minière et pétrolière. Quand on pose notre regard et nos travaux, ce qui nous marque beaucoup, c'est que dès qu'on touche à la question de chaîne d'approvisionnement, on rentre dans des questions de label, de certification, de gestion de risque. Très technique, de plus en plus démultiplié avec plein d'outils et une profusion de choses et d'informations qui vont dans tous les sens. Ce qui nous intéressait, c'est comment est-ce qu'on arrive là-dedans à s'y retrouver à travers, à dépasser ces outils, arriver à comprendre au final c'est quoi le problème. S'il y en a un, il est de quelle taille, il est dû à quoi, et en quoi il y a une liaison entre la façon dont ces chaînes fonctionnent aujourd'hui d'approvisionnement, dont les acteurs sont en relation les uns avec les autres, et puis ces impacts qui sont documentés par ailleurs. Et au final, est-ce que c'est grave ou pas ? Et si c'est grave, où sont les solutions? Et où sont au contraire les choses qui sont plutôt du business as usual, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un peu de changement par rapport à la façon traditionnelle de faire le métier et juste un peu d'amélioration à la marge. Et puis, je disais, on a une courroie d'entraînement ou un maillon entre plusieurs mondes, parce que d'un côté, on vient du coup puiser dans la recherche académique, dans les travaux, les rapports existants. On ne réinvente pas la poudre, même si on complète un peu avec la recherche complémentaire. Et l'autre côté, ce qui nous intéresse, c'est comment on en fait quelque chose qui est facilement compréhensible, qui permet aux entreprises concernées, mais plus largement à toutes les parties prenantes, au gouvernement, aux syndicats, aux ONG, d'arriver à comprendre et à partager un état des lieux, et potentiellement d'animer du coup un débat public, critique, mais étayé, et dans la mesure du possible objectif. Donc j'espère que ça va nous susciter pas mal de débats. Alors, pour rendre ça très concret, là, je vous invite à un petit voyage qui est d'appliquer le raisonnement et les considérations que nous a donné Alexandre à un produit qu'on connaît tous. Alors surtout, on vient de passer Pâques, du coup on est en plein dedans. J'imagine que vous êtes tous encore en train de manger vos œufs, vos cloches, etc. Il y en a peut-être encore quelques-uns qui restent, vos lapins. Eh bien, on va regarder cette face cachée du chocolat. Donc ce que je vous présente, c'est une étude qu'on a présentée en juin dernier. L'objectif de l'étude était les suivants, c'était d'arriver à comprendre comment se structure cette filière-là, comprendre ses impacts et voir dans quelle mesure est-ce que notamment les labels durables, équitables, changeaient la donne ou pas par rapport au conventionnel. Mais d'abord de commencer à comprendre c'est quoi le problème à la base. Cette petite photo, enfin une photo derrière moi, est intéressante parce que je pense que ce n'est pas l'image que vous avez en tête. Voici un entrepôt très représentatif en Hollande de la façon dont le cacao arrive par bateau et le premier maillon logistique qui arrive chez nous avant qu'il rentre dans la filière de transformation. Donc pour quelqu'un qui connaît un peu l'agriculture, vous voyez là aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a ne serait-ce que 10-15 ans de ça, tout le système logistique des céréales qui a été totalement dupliqué au cacao.
on aurait eu les mêmes entrepôts il y a 20 ans, on aurait vu des sacs de jute. Vous savez, pour le coup, je pense que c'est les imaginaires qu'on a tous en tant que consommateurs. En 20 ans, on est passé à ça. On n'est pas du tout sur les mêmes registres, et pourtant, c'est une filière ancienne, je vais revenir dessus. Un petit préambule, je passe rapidement là-dessus. Sur quoi on s'est basé? Pour faire l'étude que je vais vous montrer, on a d'abord récupéré plusieurs centaines de documents, rapports, études, dont on a fait, on a sélectionné un peu plus de 130 bases documentaires, aussi bien sur la chaîne, les différents impacts, parce qu'on fait un 360 degrés, c'est les impacts sociaux, les conditions de travail, les conditions de vie, la biodiversité, la déforestation, la pollution de l'eau, et puis les enjeux économiques, les enjeux de manière sociétale. Et puis, ces fameux coûts sociétaux dont parlait Alexandre. Et puis, on les a regardés, la filière classique, et puis, justement, ces filières durables, équitables. On a complété ça avec 7 bases de données internationales, plus une bonne dizaine d'entretiens d'experts à différents maillons de la filière. Alors, ça donne quoi? Première chose qu'on n'a peut-être pas en connaissance en tant que consommateur, c'est bien de démarrer par là. Je disais filière ancienne tout à l'heure. Le joli graphe que vous voyez là, c'est l'offre et la demande de cacao au niveau mondial. Donc, la courbe qui est assez linéaire, c'est notre demande de cacao. Vous voyez que c'est une jolie hyperbole. Je ne sais pas où ça va nous amener quand on va dépasser 2016-2017, mais ça, vous voyez qu'on est loin d'avoir une stagnation, et puis les barres, c'est année après année les volumes de production. Donc on n'est pas très loin de la demande, un peu au-dessus, un peu en dessous, suivant les années. Les questions un peu classiques qui alimentent la spéculation. Mais alors surtout, donc là j'ai supprimé l'animation, donc je ne peux pas vous faire le petit test, mais je pense que vous n'imaginiez pas que cette filière ne datait pas, les produits de notre quotidien ne datent pas même pas des 30 Glorieuses. La première tablette de chocolat au lait, et c'est pas pour rien, c'est un peu la fondation de tout le secteur, c'est Nestlé, 1875. On a une marque française la première marque qui fait de la tablette au chocolat. On invente ce produit-là en fait à la fin du 19e siècle. Avant de ça, on ne savait faire que de la boisson. En fait, on invente le procédé qui va être celui de séparer le beurre de cacao de la pâte, remettre ça ensemble, un peu comme on bat des œufs en neige, on remet le jaune et puis on fait quelque chose d'autre avec. C'est un peu le même principe, on fait la tablette et elle reste à température ambiante et du coup on peut tout d'un coup imaginer tout un univers de produits. Mais regardez le Toblerone. Alors désolé, c'est sur 1905 quand même. Hein. Kit Kat, vous n'imaginez peut-être pas, Kit Kat, il s'en vend chaque année, je ne vais pas vous faire un test, il s'en vend plus de 25 milliards de barres. Pas mal, milliards, oui. Donc on est à 8 barres par personne sur la Terre, par an. C'est quand même un sacré succès. 1935. En même temps qu'on a Mars, qu'on a Smarties, etc., etc. Donc en fait, ce que ça indique, c'est que nous avons un imaginaire que le chocolat, c'est ce joli produit, justement, qu'on vient de déguster à Pâques ou qu'on déguste à Noël. Non, le gros du marché du chocolat mondial, c'est pas ça. C'est clairement, je vais revenir dessus, des produits gras et sucrés, enrobés de quelque chose qui donne du goût, qui s'appelle du chocolat, avec du cacao à l'intérieur. Mais le gros du marché mondial, c'est pas le joli chocolat noir qu'on a en France. Alors justement, en France, on est face à quoi et on mange quoi? Première chose, alors en préambule, qu'est-ce qu'on mange? Alors on est un pays très particulier quand même hein, dans ce voyage-là. Pour nous, c'est important de commencer à comprendre ça avant d'arriver aux coûts sociétaux. On mange grosso modo, un tiers de tablettes. Donc les 2 tiers du reste, c'est tous les Smarties, les Kit Kat, etc., etc. Donc le chocolat en tant que tel, c'est 1 tiers. Dans ce 1 tiers-là, 1 tiers, c'est du chocolat noir. Nous sommes les stars au niveau mondial. Personne n'aime le chocolat noir comme les Français. Les autres nous regardent en ne comprenant pas ce qu'on fait là-dedans. Alors, je ne vous parle pas du 90% de cacao. Hein. Je vous parle juste de la tablette à 65% qui déjà dégoûte à peu près 90% des pays dans le monde et des consommateurs. Donc on est très particulier. Mais même avec ce goût très particulier et très prononcé pour le chocolat, on mange avant tout du gras et du sucre. Bon. Ceci étant posé, à quoi ressemble le marché? Les 5 principales grandes marques fabriquent 80% des produits chocolatés. Pareil, on nous vend une économie assez libre avec plein d'acteurs, etc. On est sur une économie qui est extrêmement concentrée. On est sur de l'oligopole de fait. Et c'est vrai en France, c'est vrai dans tout le marché européen, c'est vrai dans tout le marché mondial, c'est encore pire dans les pays émergents quand on prend les statistiques. Donc, 5 acteurs sont en capacité de tenir une bonne partie du marché. Je ne vous ai pas mis là les grands distributeurs. On est à 6 grands distributeurs qui pèsent, alors je ne sais pas si vous le savez en France, sur les dépenses alimentaires des Français, on met à part la restauration, les 6 principaux distributeurs, c'est 90% des ventes alimentaires en France. Et encore, il y a des accords de partenariat d'achat aujourd'hui, donc les 4 principales centrales d'achat font 90% aujourd'hui de tout le marché français. Et c'est vrai dans toute l'Union européenne, et c'est vrai aux États-Unis de la même façon. Donc on est sur un marché aval très concentré.
Une fois qu'on remonte un petit peu en amont, donc on a ces grandes marques. Alors les entreprises dont je vous parlais avant, c'est les Nestlé, alors des gens qu'on ne connaît pas, parce que Mondelez, je pense que, sauf si vous êtes de la partie, vous ne connaissez pas, ce Mondelez, c'est Côte d'Or. Là, on connaît beaucoup plus, en fait. C'est des multimarques, mais il y a très peu d'entreprises derrière. Après, on se pose la question de la répartition de la valeur. Voilà quelque chose d'intéressant. Alors, dernière donnée disponible en France, ça nous donne, vous voyez, sur le petit gâteau que vous avez là, 40% pour la grande distribution, donc les supermarchés. Je ne sais pas si ça vous paraît beaucoup ou pas. Donc, c'est une tablette à 1 €, il y a 40 centimes pour Leclerc ou Carrefour. Beaucoup, pas beaucoup. C'est la moyenne, bravo. C'est à un point près, on est à 38-39% à peu près de moyenne. On est à peu près sur le standard. Ce qui ne dit pas qu'il y a ça de profit, hein, parce que la marge nette, marge opérationnelle, marge nette des grands distributeurs est plutôt à 1, 2, 3%, elle est très faible. Il y a toute la structure du coût qui est derrière. Mais on est sur du 40%. Jusque-là, on est dans la moyenne. Les grandes marques, 27%. On voit que ça se répartit à peu près autant avec un autre bout du gâteau qui sont les négociants et les transformateurs. Là, on va rentrer dans des gens que, à mon avis, vous ne connaissez pas. Pareil, sauf si vous êtes du secteur. Barry Callebaut, ça ne vous dit pas forcément grand-chose. Cargill, je ne pense pas non plus. Barry Callebaut, à lui tout seul, possède une capacité de production qui est à peu près de l'ordre de 40% de toute la production de chocolat mondiale. Avec ses usines dans le monde entier. Un acteur, le leader mondial du secteur. C'est vrai aux différentes étapes de transformation. Un Cargill qui est son direct concurrent, donc on est dans le troisième paquet, là, le paquet négociant et transformateur. Cargill, à lui tout seul, c'est la moitié du blé échangé dans le monde, entre 1/3 et 40% du sucre échangé dans le monde, et à lui tout seul, on est dans les 25-30% de tout le cacao transformé dans le monde. Donc on est sur des acteurs assez importants. Ça peut paraître équilibré, du coup, entre des Nestlé, des gens comme ça, on est sur un rapport de force qui paraît équilibré quand on regarde la valeur, 26 centimes, 27 centimes si on est sur une tablette à 1 €. Sauf que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 20 ans, les Nestlé, les Côte d'Or, en tout cas les entreprises qu'il y avait derrière, possédaient toute la chaîne. Ils importaient des fèves, on a vu tout à l'heure, puis après ils faisaient tout le reste. Aujourd'hui, la moitié de leur chaîne est totalement externalisée. On va revenir à la sous-traitance, ils n'ont plus d'usine. Ils achètent le produit tout fait, ils le revendent. C'est le modèle de Nike et Adidas dans le textile, très clairement. Sur l'autre moitié, il y a encore des enjeux de qualité assez importants, il y a le fait de garder ses consommateurs, donc il n'y a pas une externalisation totale, ce n'est pas complètement dans leur intérêt non plus. Mais ça veut dire que toute une partie des coûts, ils sont sur l'amont. Donc en fait, quand on regarde les marges, on va regarder ça d'un peu plus près, une entreprise comme Nestlé, c'est pareil sur Mars, qui est son concurrent direct sur la confiserie de chocolat, on est sur des entreprises qui font des marges à quasi 10-12% de rétribution de dividendes aux actionnaires par an. On parle quand même de choses qui posent déjà un contexte. Alors, c'est pas que sur le chocolat, c'est difficile de savoir exactement la partie chocolat, mais c'est pas la partie la moins lucrative. Oui. Oui, elle est à 1% en France. Si en commerce équitable, on est à 1%. Là, je suis sur le conventionnel, je ne suis pas sur l'équitable, je suis sur vraiment la tablette que vous achetez tous les jours. Oui, oui, mais ça c'est parce que je vais revenir dessus à la fin, après, sur l'équitable. Mais là, on est vraiment sur la tablette si vous achetez une Côte d'Or, un Nestlé classique. Sur les négociants et transformateurs, leur marge brute, elle est entre 1, 2 et 3%. Qu'est-ce qu'on voit en fait depuis 20 ans? C'est que cette externalisation a fait que le modèle économique des négociants et transformateurs ne fonctionne que s'ils font du volume. C'est la seule façon pour eux de sortir de l'argent. Ils se récupèrent en fait l'ensemble de la pression d'un marché mondial qui a besoin de toujours plus de cacao pour toujours plus de produits qui enrobent un peu, qui en mettent ici et là. Et il faut qu'il y ait le débit nécessaire à alimenter ce marché mondial avec en plus les pays émergents, etc. Mais on est sur un modèle qui a extrêmement changé en fait. Du coup, ces négociants qui étaient à l'origine essentiellement des gens qui achetaient et vendaient juste de la fève, aujourd'hui, ils ont toutes les étapes des différentes usines et c'est eux qui concentrent tout le cœur du métier qui est externalisé par l'aval. Mais ce qui a de la valeur au final, qu'est-ce qu'on achète quand on achète une tablette? On achète du marketing. Et ce marketing est lucratif et ce marketing est entre les mains de la marque. Très clairement. Et il reste 7% pour les producteurs. Alors beaucoup ou pas beaucoup, on va voir justement qu'est-ce que ça veut dire 7% pour le producteur. 7% pour le producteur, on est sur un marché mondial, sur une structure de filière qui a besoin de débit, qui a besoin de cacao. Du coup, ce n'est pas le terroir qui est important, on n'est pas comme dans le vin, il faut du volume, il faut que ça vienne chaque année, il faut de la régularité, il faut de la qualité constante. On pourrait s'attendre à ce qu'on ait des grandes plantations de centaines de milliers d'hectares, de centaines, de milliers d'hectares, par exemple au Brésil, pas du tout.
Et je pense que ça va vous parler en tant que syndicaliste. Parce que le problème est le suivant, des plantations, ça veut dire des ouvriers, des salariés. Et même dans des pays comme le Brésil et autres, ça veut dire un salaire minimum, un droit du travail, un certain nombre de choses contraignantes. Et pour le malheur ou pour le bonheur, le cacao, c'est quelque chose qui demande du travail manuel beaucoup, parce que ça ne se mécanise pas tant que ça. Et je vais revenir dessus après. Il y a un deuxième problème, c'est que là où ça se mécanise peu, beaucoup de besoins de main-d'œuvre, on a par contre des petits producteurs qui, eux, ont 4, 5, 6 hectares en moyenne. Et eux, ils peuvent faire travailler leurs femmes, leurs frères et sœurs, leurs parents, leurs cousins, leurs oncles, leurs tantes, et puis leurs enfants. Cette main-d'œuvre étant gratuite, puisqu'on n'est pas dans on est complètement en dehors des filets sociaux classiques. Il n'y a pas de salaire minimum, parce qu'on n'est pas sur du salarié, on est sur juste des producteurs indépendants. On n'a pas de système de conditions de travail qui sont régulés, il n'y a absolument rien. Et voilà comment, de manière, alors là pour le coup très purement classique économique, les petits producteurs ont un avantage comparatif sur le marché incroyable, ils travaillent gratuitement. Et on revient à ce que disait, c'est l'exemple type de ce que disait Alexandre tout à l'heure, on peut dépasser largement le seuil de problème, il n'y a pas de souci. Et pourquoi ça s'alimente? Parce qu'on est dans des pays, on va focaliser maintenant sur la Côte d'Ivoire, on est sur un pays où les pays limitrophes autour sahéliens sont dans des situations de pauvreté encore pire que la Côte d'Ivoire, donc tant bien même vous avez des gens en Côte d'Ivoire qui n'arriveraient pas à en vivre, il y a toujours d'autres gens pour venir les remplacer même quand ils s'en vont. On arrive à la situation de nos producteurs en Côte d'Ivoire. Alors, dernière donnée disponible 2015, combien ils touchent? Si on prend le prix il y a un an, si on prend le nombre d'hectares, ils ont 5 hectares, on prend les rendements, etc., on arrive à, ils gagnent grosso modo 3 500 € par an, pas mal. Combien de gens en vivent? 10 personnes. Alors que j'explicite ce chiffre-là, ça ne veut pas dire qu'ils ont 8 enfants et un couple. C'est justement les frères, les sœurs, les parents, etc., tous les gens qui vivent de cette exploitation de 5 hectares. Donc si on divise par le nombre de personnes qui doivent en vivre, au final, ça nous fait 329 € par an, c'est-à-dire moins d'1 € par jour. Est-ce suffisant ou pas? Il y a des données, les dernières études disponibles de la Banque mondiale et de la Côte d'Ivoire nous disent que pour pouvoir faire face aux besoins vitaux essentiels en termes de nourriture, de logement, de transport, d'éducation des enfants et de santé, il faut 435 € par an. Et voilà déjà un premier coût qui est totalement reporté. Charge aux producteurs, soit d'avoir toutes les conséquences sur leur santé, leur vécu et l'avenir de leur enfant, ils se débrouillent, ou alors ils trouvent le complément ailleurs, sachant qu'ils n'ont pas de complément et ils sont quasiment dépendants du cacao, il n'y a pas d'autre opportunité là où ils sont. Donc en toute connaissance de cause, on a un dispositif en place qui maintient tout simplement ces gens en dessous du seuil de pauvreté de manière systémique et sur le long terme. Et on est en train de parler, souvenez-vous, 7%, hein, c'est-à-dire que c'est 7 centimes d'euros sur notre tablette de chocolat, et là on est en train de dire qu'il faudrait qu'ils touchent, allez, 30% de plus. Donc on passe de 7 centimes à 9, 10. Sauf qu'il y a toute une chaîne entre les deux. Une chaîne, c'est pas une question de mauvaise volonté des acteurs, c'est une chaîne qui fonctionne avec de la concurrence, avec une façon de faire des marges, de répertorier, de reporter les coûts sur l'aval, etc. Du coup, on a tout un mécanisme en place qui ne permet absolument pas de sortir de ça. Alors, on ne peut pas s'en sortir en Côte d'Ivoire, on va le voir sur notre pays aussi après. On a des conséquences en chaîne, puisque du coup, on a des enfants qui travaillent dans les champs, puisqu'il n'y a pas d'autre choix, puisqu'il n'y a pas de quoi s'en sortir sinon de toute façon. Il y a du travail à faire, on ne peut pas payer des salariés. Donc on a ces choses qui sont documentées, vous connaissez. Et puis alors, il y a pire que tout, on va revenir à la biodiversité. Voilà les cartes du couvert forestier ivoirien, 1960, 1980, 2010. Je pense que la carte parle d'elle-même. En fait, il y a 20 ans de forêt encore devant eux. Le cacao est l'une des trois principaux vecteurs de cette déforestation-là, avec l'huile de palme et avec, que je ne dise pas de bêtises, le dernier, c'est pas le tech. En tout cas, je pourrais retrouver sur le troisième. Ce qui est intéressant à savoir, c'est pourquoi est-ce qu'on a cette chose-là. C'est que le cacao, pour le péril de tout le monde, cet arbre-là, il met 3-4 ans à pousser une première taille où vous avez des fèves. Ensuite, ça marche bien pendant 25-30 ans. Et après, naturellement, les rendements s'effondrent de moitié. C'est-à-dire, même si vous faites ce que vous pouvez, vous avez 2 fois moins de production. Donc, vous imaginez la catastrophe pour eux. La seule façon de s'en sortir, c'est d'aller brûler la parcelle d'à côté. Et tout ça est encouragé par l'État ivoirien depuis 1960 et l'époque de Fouet-de-Boigny. C'est vu comme la ressource à exploiter. On est typiquement dans le cadre de ce que nous expliquait Alexandre. Il y a plus de bénéfices à se faire à court terme, et donc ça y va. Et il n'y a aucune capacité aujourd'hui d'endiguer le phénomène. Ça peut donner quand même des sueurs froides à tout le monde, y compris toutes les entreprises du secteur, parce que la Côte d'Ivoire, c'est 40% de l'approvisionnement mondial. Donc qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans?
Je peux revenir dessus, je vais vous rassurer tout de suite. Pas mal de gens en Côte d'Ivoire, pas forcément des grands groupes d'ailleurs, mais des gens en Côte d'Ivoire, des gens au Nigeria, etc., sont allés voir notamment la Centrafrique, qui est à peu près la taille de la Côte d'Ivoire et qui est totalement non déforestée à date, où on a à peu près la même surface disponible, à condition juste de les former à faire du cacao. Et puis il y a les premières incursions qui commencent à arriver au nord du Gabon aujourd'hui pour exactement faire la même chose. Donc on en a encore pour quelques temps. Maintenant, jusqu'où est-ce qu'on va amener ce système de fou? Alors nous, l'analyse qu'on porte là-dessus quand on regarde ça, sans rentrer dans le détail de ça, c'est qu'on est face à un système. Ce n'est pas une question qu'on a des problèmes sociaux d'un côté, du travail des enfants, etc. Non, on a une chaîne qui est organisée avec nous en bout de course consommateurs, dont on nous dit qu'il faut continuer à consommer plus pour soutenir l'économie. Mais consommer plus de quoi? Des produits qui ne sont même pas forcément bons pour notre santé, qui ont un peu de cacao. Ce cacao est absolument pas valorisé, il faut que ce soit le tout venant et il faut qu'il y en ait toujours plus pour alimenter l'espèce de roue sans fin. Et tout ça est en train de piéger tout un système qui exploite des gens, exploite des familles, et in fine aboutit sur les seules voies de sortie qui sont soit la déforestation, soit la migration, et du coup d'autres gens qui remplacent encore derrière. Qu'est-ce que ça nous donne en termes de coûts sociétaux? Alors voilà pour finir sur la Côte d'Ivoire, et ça permet de vraiment concrétiser ce que disait Alexandre. Si vous prenez un sac, alors je reprends mon sac de 50 kg, le sac de jute que vous imaginez, ça se vend combien? Ça se vend à peu près 160 € sur le marché mondial. Sur les 160 €, vous voyez, on a 100 € pour le producteur, 60 pour les intermédiaires en Côte d'Ivoire. Ça donne à peu près le contexte pour ce sac-là. Sauf que qu'est-ce qui n'est pas pris en compte et c'est quoi la face cachée de tout ça? C'est quoi ces coûts qui sont mutualisés, reportés? Eh bien, on y va. Il y a ce manque à gagner pour que les producteurs puissent en vivre. Un minimum, on est en train de parler sur chaque sac de 58 €. Continue. Les entreprises payent des impôts en Côte d'Ivoire. On a fait un travail qui est de répertorier toutes les dépenses du gouvernement ivoirien en termes d'infrastructures de base. Parce que la question d'avoir les moyens de vivre, ce n'est pas juste une question d'avoir de l'argent. Il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait des transports. Et tout le monde est bien content qu'il y ait un État à un moment donné qui vienne investir de l'argent. Du coup, on a pris toutes les dépenses de l'État ivoirien dans les zones de cacao. C'est un tiers du pays qui dépend du cacao à peu près. Du coup, c'est un peu moins d'un tiers des dépenses de l'État ivoirien qui sont vraiment sur tous les services de base. Et après, on a mis en vis-à-vis ce que payaient les entreprises internationales d'impôts. Eh bien, à manque de chance, on est un bon cran en dessous. C'est-à-dire que les impôts ne permettent absolument pas, ne serait-ce que de payer les infrastructures de base dans les zones dans lesquelles il y a du cacao et pour lesquelles tout le monde est content, parce que si l'État ne le faisait pas, il faudrait bien faire les routes, etc. On est sur le deuxième item que vous voyez, à 24 € pour chaque sac, qui est un manque à gagner. Qui est-ce qui complète ce manque à gagner? Vous avez la dette ivoirienne, et puis qui est-ce qui règle la dette ivoirienne? Eh bien, entre autres, nous. L'Agence française de développement, nos impôts à nous, les plans de l'Union européenne pour continuer à mettre de l'argent parce que de toute façon, le gouvernement ivoirien n'arrive pas à s'en sortir. Et il y a une boucle infernale. Donc il est dépendant du cacao pour survivre, mais il n'y a pas les moyens pour au moins entretenir la base. Et puis on rajoute les deux choses qu'on a évoquées tout à l'heure. Tous ces problèmes, notamment de déforestation et de travail des enfants, c'est plein de programmes internationaux payés par nos impôts, avec les pouvoirs publics des États-Unis, de la France, etc., qui viennent mettre de l'argent pour essayer d'empêcher le travail des enfants, d'empêcher la déforestation, etc. Mais c'est une espèce de tonneau qui, de toute façon, est troué, et du coup, on continue à mettre de l'argent, mais on n'arrive pas à endiguer le phénomène. Parce qu'on a toute une industrie derrière avec nous, de toute façon, en bout de course, et il y a tout un système qui est en place. Et du coup, ça nous amène à ça, c'est-à-dire pour chaque sac qui est vendu 160 €, alors c'est qu'une estimation, c'est qu'un ordre de grandeur, le chiffre... Ce qui a du sens, c'est juste de se rendre compte qu'en Côte d'Ivoire, on est en train de créer des coûts qui sont reportés sur la société, qui sont presque à la hauteur de ce que ça vaut au final. Et du coup, ça pose vraiment la question de jusqu'où un truc comme ça peut aller. Et ce sont des dépenses réelles, on n'est pas sur des choses théoriques, c'est vraiment des dépenses documentées dans l'État ivoirien, dans nos comptes publics à nous, dans les dépenses des ménages. Pour finir, on a fait, je vous passe rapidement, la même chose sur le Pérou pour avoir une vision en vis-à-vis. On s'est rendu compte que les mêmes boucles sont en place au Pérou, sauf que les externalités sont moins importantes. Nous, on sert des coûts sociétaux, alors je ne dois pas dire externalités, on sert des coûts sociétaux comme un indicateur pour se dire, est-ce qu'on a des systèmes plus ou moins durables? Au Pérou, on est sur, alors déjà une valeur un peu plus importante, parce que les producteurs arrivent à mieux négocier, ils ont des coopératives, ils ont moins multinationales dans le territoire, et surtout en vis-à-vis, il y a un système agroforestier. Et ça change plein de choses. C'est-à-dire qu'on a gardé des arbres de manière traditionnelle. On a peut-être un peu moins de rendement, mais on fait de la qualité. On a gardé des arbres et du coup, on génère beaucoup moins de coûts sur la société, mine de rien. Et du coup, il y a un système qui est en place. Et quand on a regardé le durable et l'équitable, on s'est rendu compte de quoi? Premièrement, je vous passe les détails, mais le durable, dans les deux pays, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Pérou, il y a des réglementations pour dire on évite le pire en termes d'environnement, de déforestation, des choses comme ça, dans le durable. Donc c'est le label avec des grenouilles, des choses comme ça vous dit quelque chose en tant que consommateur.
Mais ça ne change pas le fond de l'affaire, ça diminue nos coûts sociétaux de 10%, 15%. Et pourquoi ça ne change pas le problème? Parce que le prisme de départ est de dire, au final, pour que le producteur s'en sorte, il n'a qu'à faire mieux. Du coup, il y a une incitation à utiliser plus d'engrais et plus de pesticides, alors en éliminant les pires, mais en disant améliorez votre productivité. Ça rappelle des choses à ceux qui connaissent un peu, qui suivent les questions de crise agricole en France. Produisez plus, agrandissez-vous, vous pourrez en vivre. Mais la fuite en avant fait que pour produire plus, ça coûte plus cher, et donc du coup, les producteurs ne s'en sortent pas forcément si bien que ça, donc du coup, ils doivent réinvestir, vous voyez un peu toute cette boucle-là. Et ça, elle est assez bien documentée dans les deux pays. Quand on arrive sur le commerce équitable, c'est mitigé. Moi, j'ai fini. Quand on arrive sur le commerce équitable, c'est mitigé. C'est mitigé parce que la mauvaise nouvelle, c'est qu'en Côte d'Ivoire, ça améliore un peu mieux le commerce équitable, mais ça ne change pas non plus la donne. Ça diminue de 20%, mais on reste à des coûts sociétaux importants, parce que derrière, ce qui est important, c'est de se rendre compte que le commerce équitable, il est pris dans le fait que, alors, votre question de tout à l'heure, il représente qu'1% à peine des volumes Côte d'Ivoire, donc c'est tout petit. On est sur un système économique qui dépend du cacao en Côte d'Ivoire. Un tiers des revenus de l'État ivoirien dépendent de ça, 40% du PIB ivoirien. Donc on a tout un système en place, une pression qui fait qu'on ne peut pas faire bouger les lignes comme ça. Et même un acteur tout seul ne peut pas faire bouger les lignes comme ça. En fait, tout le monde est pris dans ce système. Pour avoir discuté avec des gens de ces grandes multinationales, etc., il y en a pas mal qui reconnaissent le problème. Ils savent très bien ce sur quoi ils sont assis. Sauf que s'en sortir, sans savoir si le concurrent va aussi faire l'effort, si l'État va jouer le jeu, etc., voilà, quand on rentre dans quelque chose de assez compliqué. La bonne nouvelle, c'est qu'au Pérou, par contre, on a vu quelque chose de complètement différent. On a vu, grâce au commerce équitable, un système totalement différent se mettre en place, qui est une boucle vertueuse, qui permet d'arrêter la déforestation et d'endiguer le problème de travail des enfants. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que lié du tout à la question des cahiers des charges. On revient sur les questions de certification, de chaîne d'approvisionnement. C'est lié au fait que la chaîne de valeur est totalement différente. Si, en tant que consommateur, vous vous intéressez au commerce équitable ou au bio, si vous allez dans un magasin Biocoop ou même chez votre Franprix, etc., et que vous regardez un peu, ce que le commerce équitable a fait grâce au Pérou et à certains autres pays, c'est de créer tout un univers de produits qui n'existaient pas avant, qui sont des tablettes de pure origine, des tablettes de chocolat du Pérou, des tablettes de chocolat d'Équateur, etc., même de Côte d'Ivoire à toute petite échelle, qui ne sont pas vendus du tout au même prix, dont la répartition de valeur n'est pas du tout la même, et qui permettent de sortir complètement de ce système piégé et d'avoir un argent qui reste dans le pays qui est 2 à 3 fois supérieur à ce qu'on a dans une chaîne classique. Mais qui est lié au fait qu'on ne vend pas du Kit Kat, qui est essentiellement de la matière grasse et du sucre, on vend une tablette de chocolat noir ou au lait avec un fort pourcentage de cacao qui valorise le terroir. Voilà quelque chose qui nous parle en tant que Français, nous qui sommes attachés à notre modèle sur le vin, sur le fromage, aux AOC, etc. On est sur ce registre-là. Et là, tout d'un coup, il y a autre chose qui peut se créer. Mais ça veut dire de changer de modèle de consommation aussi, et de production. Et là, tout d'un coup, on a quelque chose de positif qui se joue entre toute une chaîne qui s'organise autrement et toute une boucle d'impact qui peut s'organiser de manière positive à condition d'avoir un certain nombre de lignes rouges et de vérifications sur le terrain. Et du coup, ma conclusion, ce qui revient de ça et ce qu'on a poussé, il y a des choses intéressantes parce que, et je pense par rapport au débat, c'est que nous, ce qu'on retire d'une expérience comme celle-là ou d'une analyse comme celle-là, c'est qu'un seul acteur ne peut pas tout faire bouger. Il y a un rôle et une articulation pour différents niveaux. Il y a un rôle pour les pouvoirs publics d'abord. Pouvoirs publics chez nous, pouvoirs publics là-bas, dans ces pays de production. Il y a une nécessité d'avoir des règles du jeu qui sont ne serait-ce que nécessaires pour que les entreprises puissent être dans un autre univers de règles du jeu et du coup commencer à recaler leur positionnement par rapport à ça. Du coup, il y a une question Alors, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement ivoirien a mis en place un système de prix minimum garanti qui a quand même si ça va mal en Côte d'Ivoire, il faut savoir que le gouvernement ivoirien a mis en place un prix minimum qui a été multiplié par 2 en 7-8 ans. Il a sauvé sa filière. Il y a une semaine, il y a eu sur le marché mondial une surproduction. Les cours ont plongé à la bourse de New York. Le gouvernement ivoirien, cette année, a été obligé de diviser par 2 son prix minimum, sous pression de tout le système. Parce que toutes les multinationales et tout le monde dit, nous, on ne peut pas. On ne peut pas continuer, le marché mondial, il est à ça. Vous avez beau faire 40% du volume, c'est pas possible. Donc là, la crise est en train d'arriver en ce moment en Côte d'Ivoire. Ça chauffe assez fort parce que comme ça, du jour au lendemain, ça laisse 5 millions de producteurs et leurs familles dans un état excessivement compliqué. Et on voit que du coup, un État seul ne peut pas tout faire. Donc qu'est-ce qui manque aussi en plus? Il y a faire ce que fait un État comme la Côte d'Ivoire, remettre des prix minimums, mais le faire dans tous les pays de production. Il y a un besoin que les États comme l'Union européenne mettent peut-être un certain nombre de conditions minimum à cette filière aussi du côté des marchés de consommation. Il y a une nécessité qu'en bout de course, ça commence par les distributeurs qui s'engagent. Parce que nous, on n'est pas au courant en tant que consommateurs qu'on a ça. Qu'on a cette
mise en tension qui est là et qu'on a une responsabilité en tant que consommateur dont on ne se rend même pas compte quand on achète des produits. Qu'on remette une traçabilité en place. Vous ne devez pas savoir que tous les chocolats que vous avez achetés chez des artisans chocolatiers sont faits par les mêmes multinationales. 95% des volumes des artisans chocolatiers, pour qu'il arrive au prix où on l'achète, il est fait dans des grosses usines. Il n'est pas fait par l'artisan chocolatier dans le fond de son arrière-cour. Ça fait belle lurette que ce n'est plus le cas. Du coup, ça nous réinterroge entièrement. Mais du coup, il y a une question de sourcing responsable, il y a une question de certification, il y a une question de responsabilité des politiques d'approvisionnement. Il y a une question que les entreprises seules, même les plus importantes, ne peuvent pas bouger toutes seules. Et puis, il y a un rôle pour nous, les consommateurs, les associations, et puis les syndicats, de rentrer dans ces compréhensions de filière et de dire, à partir de là, comment est-ce qu'on arrive à faire bouger les lignes. Ça ne va pas bouger d'un coup, d'un seul. C'est un peu notre recommandation à la fin. Il va falloir du temps, mais il faut certainement qu'il y ait une action mutuelle de pas mal d'acteurs et de parties prenantes en coordination. Merci. Merci Christophe. C'est vrai que on connaissait l'exemple et la démonstration sur la filière lait, sur la filière chocolat, c'est assez édifiant. Je comprends, et puis on va peut-être ouvrir déjà quelques questions avec la salle, parce que bon, ça peut susciter beaucoup de capacité d'indignation de la part des uns et des autres d'ailleurs. Et tu l'as dit fort justement, derrière tout ça il y a un système, il y a des faces cachées, mais derrière les systèmes il y a aussi des hommes. Moi j'avais une question, et puis je vais vous en donner la possibilité d'en poser d'autres qui s'adressent aux deux premiers intervenants. Derrière ces systèmes, il y a effectivement un certain nombre de décideurs. Alors j'entends bien qu'il y a un besoin de régulation, il y a un besoin de contre-pouvoir, mais j'ai quand même une question. Ceux qui prennent les décisions dans toute la chaîne d'activité et la chaîne de valeur, quel est quand même leur degré de connaissance, d'information autour de ce que tu es en train de révéler ou de mettre en évidence ce soir. Enfin, je pense que cette question-là n'est quand même pas tout à fait neutre. Elle s'adresse aussi à des écoles qui forment les managers. Hein. Je me tourne vers le collègue effectivement de Dauphine. Mais on voit bien, enfin, à quel moment finalement on donne la possibilité déjà simplement de comprendre et d'intervenir pour peser. Alors bien sûr, il y a des institutions, il faut des collectifs. On reviendra sur la question de la régulation et la question des contre-pouvoirs, parce qu'on parlera effectivement avec Pascal tout à l'heure sur une fonction achat, on parlera aussi avec Magali.